Je les ai vus avant qu'ils ne m'entendent. J'étais dans l'ombre du couloir, le manteau encore sur les épaules, mon sac accroché à mon avant-bras. La porte du grand salon était entr'ouverte. De là, je voyais le bout du tapis persan, le pied du guéridon en acajou et surtout l'éclat métallique qui dansait sur le plateau d'argent posé au centre de la table basse. Mes bijoux, mes années, ma vie étalée en petits tas comme des pièces détachées. Le salon était baigné d'une lumière blanche, sans indulgence. Les rideaux crème n'étaient qu'à moitié tirés, laissant entrer un jour froid qui écrasait les couleurs. Les moulures au plafond, d'habitude si élégantes, paraissaient soudain trop lourdes, comme si elles pesaient sur la scène qui se jouait là. Je me suis avancée d'un pas sans faire grincer le parquet. Mon cœur battait fort, mais mes mains ne tremblaient pas. J'ai appris depuis longtemps à ne pas montrer le froid qui passe dans le dos. Ils étaient 3 autour de la table basse. Mon fils aîné, Pierre, penché sur un carnet rouge, stylo à la main. Ma fille, Hélène, les bras croisés, légèrement en retrait, les yeux fixés sur une broche en camée qu'elle tournait entre ses doigts. Et le cadet, Julien, accoudé au dossier du canapé, l'air faussement détendu, mais avec cette tension dans la mâchoire que je connais trop bien. Sur le plateau, je reconnaissais tout de suite le collier de perles de ma mère, la bague en saphir que mon mari m'avait offerte pour nos 20 ans de mariage, un bracelet en or au fermoir usé, des boucles d'oreilles anciennes. Chaque pièce était posée à distance des autres, comme si on préparait une mise aux enchères. À côté, une feuille de papier était déjà remplie de colonnes. Je distinguais des prénoms écrits en lettres serrées, les leurs. Je suis restée un instant immobile dans l'embrasure de la porte. Le bout de mon ombre touchait presque le tapis. Eux ne levaient pas la tête. J'entendais le froissement léger du papier, le cliquetis sec du métal lorsqu'il reposait un bijou, le souffle rapide de quelqu'un qui se concentre trop. L'air sentait le café refroidi et un parfum lourd que je n'aimais pas, celui d'Hélène. Pierre a parlé le premier, la voix basse, comme s'il craignait de réveiller quelqu'un. Donc, le collier de perles, c'est pour Hélène. On avait dit ça, non ? Julien a haussé les épaules. De toute façon, elle ne le porte plus. Elle ne voit même plus ce qu'elle a. Autant organiser les choses tant qu'on peut encore s'en occuper. Je savais très bien qui était ce « elle ». Je n'avais pas besoin de miroir pour le comprendre. Hélène a soupiré agacée. « Julien, ne parle pas comme ça. Ce n'est pas une question de profiter, c'est une question d'ordre. Quand elle ne sera plus là, ce sera encore plus compliqué. On essaye d'anticiper. » Elle a marqué un silence, puis a ajouté presque dans un murmure gêné « Tu sais très bien qu'elle oublie déjà beaucoup de choses. » J'ai senti une chaleur sèche monter dans ma poitrine, pas la chaleur douce d'un après-midi d'été, non, une chaleur dure, comme un fer que l'on pose sur du tissu. Mon dos, lui, était froid. Une fine goutte de sueur glissait entre mes omoplates, sous la laine de mon manteau. J'ai serré un peu plus le poignet de mon sac. Le cuir a craqué doucement. Je suis entrée. Un simple pas dans la lumière et le salon a changé. Leur petite scène privée a pris un air de théâtre figé. 3 visages se sont tournés vers moi presque en même temps. 3 paires d'yeux qui n'avaient pas prévu ce spectateur-là. Pierre a sursauté, le stylo lui a échappé des doigts et a roulé sur le parquet. Julien s'est redressé brusquement, les mains quittant le dossier du canapé. Hélène a refermé la main sur le camé trop fort, au point que ses phalanges sont devenues blanches. Pendant 1 seconde, personne n'a parlé. Je sentais chaque battement de mon cœur dans ma gorge. Je n'ai pas bougé davantage. C'est eux qui allaient devoir venir vers moi, en parole au moins. Je voulais les entendre. Pierre s'est finalement penché pour ramasser son stylo. Il a essayé de sourire, ce petit sourire technique qu'il réserve à ses clients quand il doit annoncer une mauvaise nouvelle tout en gardant un ton poli. « Maman, tu es déjà rentrée ?» Sa voix a légèrement déraillé sur le « déjà ». Il savait que, d'habitude, le mardi, je ne rentrais qu'en fin d'après-midi. Aujourd'hui, j'avais demandé au taxi de me déposer un peu plus tôt. Le hasard a parfois le goût de la logique. Je l'ai regardé sans répondre. Mon manteau était encore fermé. Mon sac pendait toujours à mon bras. Je sentais à l'intérieur le poids net, très clair, d'une enveloppe cartonnée. Le bord rigide appuyé contre mon flanc. Une petite encre de papier.
Julien a pris la parole à son tour. Il a gardé ce ton faussement léger qui, chez lui, ressemble à une plaisanterie mal préparée. On faisait juste un peu de tri, maman. Tu sais, on t'aide, c'est pour ton bien. Tu te fatigues moins si on s'en occupe. Il me tutoyait avec cette douceur paternaliste que les enfants adoptent quand ils pensent qu'ils sont devenus les parents. J'ai laissé passer une seconde, volontaire, bien nette. Puis j'ai répondu calmement. « Vous m'aidez. Juste ça, pas un mot de plus. » Le vouvoiement a traversé la pièce comme un courant d'air froid. Ils l'ont tous senti. Hélène a légèrement froncé les sourcils. Pierre a baissé les yeux sur le carnet. Julien m'a regardé comme si je venais de changer de langue. Je me suis avancée de quelques pas. Le parquet a craqué sous mon talon. Je me suis placée de façon à voir le plateau d'argent sans avoir à baisser la tête. Le collier de perles brillait sous la lumière. Une perle avait une minuscule ombre grise, signe d'un choc ancien. C'était la perle qui avait heurté la tasse de café le jour où ma mère avait appris que j'étais enceinte de Pierre. Je me souvenais du son exact du choc. Eux, non. Pour eux, ce n'était qu'un collier. « Quel genre de tri faites-vous exactement » ai-je demandé. Je parlais doucement. Chaque syllabe était posée à sa place, comme un pion sur un échiquier. Je ne haussais pas le ton. Je n'avais pas besoin de crier. Ils savaient tous que, quand ma voix descendait, c'était mauvais signe. Pierre a toussé. « C'est un simple inventaire, maman. Tu sais bien, pour plus tard, pour que tout soit clair. On ne veut pas de dispute. On essaie juste de voir à qui ira quoi. C'est plus rationnel. » Le mot « rationnel » m'a fait presque sourire. Il parlait de rationalité à celle qui avait passé sa vie à mettre de l'ordre dans les chiffres, les dossiers et les gens. « Quel genre de tri faites-vous exactement » ai-je demandé. Je parlais doucement. Chaque syllabe était posée à sa place, comme un pion sur un échiquier. Je ne haussais pas le ton, je n'avais pas besoin de crier. Ils savaient tous que, quand ma voix descendait, c'était mauvais signe. Pierre a toussé. « C'est un simple inventaire, maman. Tu sais bien, pour plus tard, pour que tout soit clair. On ne veut pas de dispute. On essaie juste de voir à qui ira quoi. C'est plus rationnel. » Le mot « rationnel » m'a fait presque sourire. Il parlait de rationalité à celle qui avait passé sa vie à mettre de l'ordre dans les chiffres, les dossiers et les gens. Je l'ai regardé longuement. « Pour plus tard, Pierre » ai-je répété. « Vous savez tous les trois lire un calendrier. Vous avez vu la date du jour, je suppose. Nous ne sommes pas le jour de mon enterrement. » Hélène s'est agitée sur place. Elle a lâché le cammet sur le plateau. Le petit disque de Pierre a frappé l'argent avec un bruit sec qui a traversé le silence comme une gifle. « Maman, ce n'est pas ce que tu crois » a-t-elle commencé. « On se dit juste qu'il vaut mieux prévoir. Tu oublies des choses parfois, tu te répètes. On se fait du souci, c'est tout. » Je me suis tournée vers elle. Elle portait une robe beige, très correcte, mais trop serrée à la taille. Elle regardait partout sauf mes yeux. Je pouvais presque voir la liste dans sa tête, les objets alignés derrière ses pupilles. « Je vous rassure, Hélène, » ai-je dit. « Je me souviens très bien de ce collier, de cette bague, de ce bracelet. Je me souviens aussi de qui me les a donnés, quand et pourquoi. Et je me souviens surtout d'être vivante. » Le silence s'est épaissi. On aurait entendu tomber une épingle si seulement il n'avait pas déjà tout posé sur le plateau. Un bruit de voiture a filtré depuis la rue, sourd, étouffé par les fenêtres à double vitrage. L'horloge de la cheminée a émis un petit clic avant de se remettre à tic-taquer. Je sentais leur gêne comme une odeur trop forte. Je les ai regardés un à un, lentement, sans me presser. Je ne voulais pas les humilier, je voulais qu'ils se voient eux-mêmes. « Dites-moi, » ai-je ajouté, « vous discutiez de ces choses comme si je n'étais pas là. Est-ce moi qui suis devenue invisible ou est-ce vous qui avez perdu la vue ?» Personne n'a répondu. Pierre fixait son carnet, mais il ne lisait plus. Julien jouait avec la manche de sa chemise, tirant sur un fil invisible. Hélène mordillait l'intérieur de sa joue. Le rouge lui montait au cou, une tache vive, nette, qui tranchait avec le ton neutre de sa robe. Je me suis approchée encore, jusqu'à ce que le plateau soit à portée de main. Je n'ai rien touché. J'ai laissé mes doigts suspendus au-dessus des bijoux.
La bague en saphir reflétait un fragment de mon visage, un œil, un morcé de front. Ça suffisait. Vous avez déjà décidé, je vois. Ce collier pour l'une, cette bague pour l'autre. J'ai incliné la tête vers la feuille. Et ce tableau là-bas, vous le mettez dans quel tas? Je montrai du menton le grand paysage accroché au-dessus de la cheminée, celui que nous avions acheté avec leur père lors d'un voyage dans le Luberon. Une lumière jaune sur un champ, un rivage au loin. Pierre a soufflé. On n'en est pas encore là, maman. On commence par les petits objets. On ne veut léser personne. Tu sais comment sont les familles quand il s'agit des détails. Cette fois, j'ai souri, vraiment, un sourire lent, sans chaleur. Justement, Pierre, je sais très bien comment sont les familles quand il s'agit d'héritage. Je me suis redressée et j'ai enfin posé mon sac sur le canapé, avec soin. Le cuir a épousé le coussin, le poids de l'enveloppe à l'intérieur a déplacé légèrement le centre de gravité. J'ai senti le geste jusque dans mon épaule. Et vous, que feriez-vous si vous surpreniez vos propres enfants en train de partager vos bijoux comme si vous n'existiez déjà plus? Je me suis assise, sans demander la permission. C'était encore mon salon. Mes jambes étaient un peu lourdes, mais je ne voulais pas qu'ils le voient. Je me suis installée droit, les pieds bien à plat sur le tapis. Je savais exactement ce que je devais faire, et surtout dans quel ordre. Julien a rompu le silence, nerveux. « On ne voulait pas te vexer, maman. On pensait que tu étais… » Il a cherché ses mots, et c'est toujours dans ces moments-là que la vérité se faufile. « On pensait que tu étais moins claire sur certaines choses. C'est normal avec l'âge. »« Avec l'âge, ai-je répété. Intéressant. Vous avez fixé un âge précis pour commencer à démembrer les tiroirs ?» Il a rougi à son tour. Le rouge montait chez eux comme une maladie contagieuse. Hélène a posé une main sur son bras pour le calmer. « Maman, ce ne sont que des objets, a-t-elle dit. Tu l'as toujours dit toi-même. Les gens comptent plus que les choses. » Je l'ai regardée longtemps. La phrase était belle. Elle me l'avait entendue prononcer. Oui, mais pas comme elle le croyait. « Justement, ai-je répondu, les gens comptent plus que les choses. C'est pourquoi je regarde les gens avant de décider du sort des choses. » Je me suis penchée vers mon sac. J'ai ouvert la fermeture éclair très lentement. Le petit bruit métallique, régulier, a rempli le salon. Zip! C'était un son simple, presque banal, mais dans ce silence-là, il avait quelque chose d'irrévocable. Mes doigts ont cherché l'enveloppe cartonnée. Le papier était épais, légèrement granuleux. Je sentais sous la pulpe de mes doigts l'empreinte en relief du tampon. La main qui tient un stylo, l'emblème discret d'un office bien différent de ce petit comptoir improvisé sur mon plateau d'argent. Je l'ai sorti sans me presser. L'enveloppe était beige, sans fioriture. Sur le devant, mon nom complet, écrit à la main d'une écriture régulière. En haut à gauche, le timbre sec du cabinet de Meu Dupont, mon notaire. Le papier a accroché la lumière, le rendant presque blanc. Un objet très simple, mais qui pesait infiniment plus que tous les bijoux réunis. Les yeux de Pierre s'y sont accrochés immédiatement. Ceux d'Hélène ont suivi. Julien, lui, a mis une seconde de plus. Il n'est pas habitué à regarder les papiers. Il préfère le concret, ce qui brille. Mais même lui a compris que ce rectangle de carton non décoré avait une signification. Je tenais l'enveloppe du bout des doigts, comme on tient un dossier déjà prêt. Je pouvais sentir dans mon dos une nouvelle goutte de sueur descendre, froide, tandis que l'air du salon me semblait soudain plus dense. Je n'avais pas peur, je sentais simplement le poids du moment, ici, maintenant. « Vous vous inquiétiez de l'ordre, ai-je dit doucement, de ce qui sera clair ou non plus tard. Il me semble que vous méritez un peu de clarté dès aujourd'hui. » Je me suis tue une seconde pour les laisser regarder l'enveloppe, imaginer ce qu'elle contenait. Ils savaient très bien de quel type de clarté je parlais. On ne prononce pas le mot notaire à la légère dans une famille comme la nôtre. Je reviens de chez mon notaire, et j'ajoutais. Les mots sont tombés au milieu du salon comme un objet lourd sur le plateau d'argent. Hélène a inspiré trop fort, l'air est resté bloqué dans sa gorge. Pierre a pâli, une nuance en dessous de la couleur du papier qu'il tenait. Julien a ouvert la bouche, puis l'a refermée sans rien dire. L'horloge, elle, a continué de tic-taquer, implacable.
Leurs yeux sont passés de l'enveloppe à mon visage, puis de mon visage à l'enveloppe, comme un pendule affolé. Ce n'étaient plus mes bijoux qu'ils regardaient, c'était ce fameux « plus tard » qui venait de s'inviter brusquement dans leur « maintenant ». Je tenais toujours l'enveloppe entre mes doigts. Mes mains restaient stables. Je sentais, derrière leur regard, toutes les questions se bousculer, les calculs se renverser, les certitudes se fissurer. Ils n'avaient pas prévu ce rendez-vous-là, pas ce mardi, pas comme ça. Je me suis contentée de les regarder, un par un, sans rien ajouter. Le silence, cette fois, m'appartenait. Et c'est à ce moment précis que tout a vraiment commencé à basculer. Quand j'ai prononcé le mot « notaire » ce mardi-là, j'ai vu quelque chose se fissurer dans leur regard. Jusqu'à cet instant, ils pensaient encore diriger la scène, organiser l'avenir comme on range une armoire. Le simple fait d'évoquer cet officier discret installé rue du Cherche-Midi a déplacé le centre de gravité de la pièce. Ce n'était plus moi qui étais au milieu de leur inquiétude, c'était eux qui se retrouvaient au centre de la mienne. Pourtant, rien de tout cela n'était tombé du ciel. Ce n'était pas une impulsion de vieille femme vexée. J'avais eu le temps d'observer, de compter, de vérifier. En vérité, tout avait commencé plusieurs semaines plus tôt par un détail presque ridicule. C'était un dimanche midi, un de ces déjeuners qui se ressemblent tous quand on les regarde de loin. Nappe blanche, poulet rôti, vin rouge correct, petits enfants agités. Le genre de tableau qu'on accrocherait volontiers au mur si l'on ne tendait pas l'oreille aux conversations. Je me souviens avoir apporté moi-même le plat depuis la cuisine. Il n'était pas si lourd, mais Hélène s'est levée d'un bond. « Laisse, maman, tu vas te faire mal, tu aurais pu nous appeler. » Je n'ai pas discuté, je ne discute jamais sur la façon dont je porte un plat. Je l'ai laissé poser le poulet, j'ai repris les couverts. C'est en allant chercher les verres que j'ai compris que quelque chose avait changé. Le service de verre à pied est rangé tout en haut du vaisselier. J'y ai toujours monté sur la pointe des pieds, en faisant attention à ne pas accrocher la moulure. Cette fois, mon bras a heurté légèrement la planche, un verre a vibré, puis 2, puis 3. Aucun ne s'est cassé, mais le bruit a été plus fort que d'habitude. Dans la salle à manger, les conversations se sont arrêtées net. « Tout va bien, maman ?» C'était Pierre. Sa voix venait de la table, mais son inquiétude sonnait trop vite, trop haut. J'ai répondu calmement que oui, tout allait bien, que les verres tenaient encore, que je n'avais pas l'intention de mourir entre le cristal et la porcelaine. J'ai posé chaque verre sur le plateau, avec un soin exagéré, puis je suis revenue vers la table. En m'asseyant, j'ai remarqué quelque chose de très simple. Ils se regardaient entre eux, par-dessus la tête des enfants. Ces petits échanges de regards rapides que l'on réserve d'ordinaire aux médecins quand on cherche un signe. Cette fois-là, le signe, c'était moi. Hélène a servi les légumes comme si de rien n'était. « Maman, tu as pensé à prendre ton médicament pour la tension ce matin ?» m'a-t-elle demandé, d'un ton qui se voulait léger. « Oui, Hélène, comme tous les matins depuis 15 ans. Je sais encore compter jusqu'à 1 comprimé. » Elle a souri, un peu crispée. « C'est juste que la dernière fois, tu disais que tu ne savais plus si tu l'avais pris ou pas. » La dernière fois, j'avais simplement pensé à autre chose pendant que je rangeais la boîte. Cela arrive, même aux gens parfaitement sains d'esprit. Mais pour eux, ces petits flottements prenaient maintenant une autre couleur. Ils collectaient les incidents, comme on collectionne des preuves. Plus tard, à la fin du repas, les petits jouets dans le salon, les carrelages du couloir renvoyaient des bruits de pas. Je débarrassais la table quand j'ai entendu Julien dans l'embrasure de la porte parler à son frère à voix plus basse. « Tu as vu tout à l'heure, elle tremblait sur l'escabeau. » « Oui, » a répondu Pierre, « on ne peut pas la laisser comme ça éternellement, il faudra qu'on s'organise. » Ils n'ont pas remarqué que j'étais juste derrière la cloison. Les vieilles maisons ont des oreilles, tout comme leurs habitantes. Ce jour-là, en rangeant la nappe, j'ai compris qu'ils avaient commencé à parler de moi au passé tout en utilisant le présent. Pas « maman aime », mais « maman aimait ». Pas « elle fait », mais « elle faisait ». Le temps de conjugaison ment rarement. Le lundi suivant, le téléphone a sonné en fin de matinée. C'était ma banque. Une jeune femme très polie m'informait qu'un de mes fils avait demandé un rendez-vous pour faire le point sur mes comptes, avec moi bien sûr, si possible. J'ai remercié, noté l'heure, raccroché sans commenter. Le soir même, Pierre m'appelait.
Maman, la banque t'a prévenu, n'est-ce pas? Ne le prends pas mal, c'est juste pour t'aider. On pourrait mettre quelques prélèvements à mon nom, comme ça tu serais plus tranquille. On pourrait aussi envisager une procuration, au cas où. Tu sais, aujourd'hui tout va vite, il faut réagir rapidement. Ce n'était pas la première fois qu'il parlait ainsi, mais cette fois, sa phrase avait cette forme-là. Au cas où. Au cas où quoi exactement? Au cas où je serais devenu incapable de comprendre ce que je signe? Au cas où il déciderait que mes choix ne sont plus dignes d'être respectés? J'ai accepté le rendez-vous à la banque, bien sûr. Refuser aurait éveillé plus de soupçons qu'autre chose. Mais une fois le téléphone raccroché, je suis restée longtemps devant le combiné, immobile. Le silence de l'appartement me paraissait soudain très épais. Je suis allée dans mon bureau, cette petite pièce étroite qui donne sur la cour intérieure. Sur le mur, il y a encore des étagères de dossiers, des classeurs, des pochettes. Je les ai ouvertes une à une, comme je l'avais fait toute ma vie. Assurance, impôts, contrats divers. J'ai retrouvé au fond d'une chemise cartonnée une carte de visite crème légèrement jaunie sur les bords. Maître Jacques Dupont, notaire, rue du Cherche-Midi. Je n'avais pas vu cette carte depuis longtemps. Nous avions travaillé ensemble pour la succession de mon mari. C'est un homme qui a l'air de s'excuser d'exister, mais qui, dans le silence, fait avancer des montagnes de papier. Je me suis assise au bureau, j'ai pris le téléphone. Mes doigts ont composé les chiffres sans hésitation. Le standard m'a répondu, une voix calme, puis la secrétaire du notaire. J'ai demandé un rendez-vous pour faire un point sur ma situation. Elle m'a proposé une date, puis une autre. J'ai choisi un mardi matin, à 10 heures. Le mardi, mes enfants ont l'habitude de me croire au marché avec une amie. C'est une habitude pratique. Et une habitude, ça se protège. Ce sera un rendez-vous un peu long, madame, m'a prévenue la secrétaire. Nous aurons besoin de revoir ensemble vos biens, vos volontés, votre ancienne rédaction de testament. Parfait, ai-je répondu. Long n'est pas un problème, c'est la précipitation qui en est un. Elle a ri poliment. Nous avons raccroché. J'ai posé le combiné, puis la carte sur le bureau. Je me suis sentie soudain très lucide, comme si l'air avait changé de densité. Et vous, honnêtement, à partir de quel moment commenceriez-vous à vous méfier si vos propres enfants se mettaient à organiser vos comptes et vos objets avant même que vous ayez fini de vivre dedans? Le mardi suivant, à 9h30, je suis descendue dans la rue avec un manteau plus chaud que nécessaire, mon sac bien fermé et un dossier de documents sous le bras. J'avais appelé un taxi la veille. Je n'aime pas les applications, mais le standard téléphonique fonctionne toujours. La voiture m'attendait au coin de la rue, clignotant allumé. Le chauffeur, un homme d'une 50aine d'années, m'a ouvert la portière. « Où allez-vous, madame ?»« Rue du Cherche-Midi, s'il vous plaît. » Je n'ai rien ajouté. Je n'avais pas à justifier mon trajet. Pendant le chemin, j'ai regardé défiler les façades, les grilles, les balcons, les cafés. Paris, ce matin-là, avait cet air de ville affairée qui ne se préoccupe pas de ce que vous faites tant que vous payez vos courses. C'est une certaine forme de liberté. Je savais que si j'avais parlé de ce rendez-vous à Pierre, il aurait proposé de m'y accompagner pour prendre des notes. Hélène aurait insisté pour s'assurer que tout soit conforme. Julien aurait trouvé cela angoissant, mais il serait venu aussi. Non, il fallait que j'y aille seule. Il y a des moments où l'on ne doit pas être chaperonné par ceux qui se croient déjà vos tuteurs. Le taxi a longé le jardin du Luxembourg. Les arbres étaient encore nus, mais des promeneurs circulaient déjà, des joggeurs passaient sans nous voir. J'ai regardé la grille. J'ai pensé aux après-midi où j'y emmenais les enfants quand ils étaient encore petits. À l'époque, ils me donnaient la main pour ne pas se perdre. Aujourd'hui, ils auraient voulu être ceux qui tiennent la main qui décide. Nous sommes arrivés devant l'immeuble du notaire. Une façade sobre, claire, sans ostentation. Un code, une plaque discrète, une porte lourde. Le chauffeur a arrêté le compteur. « Je vous attends, madame ?» a-t-il proposé. « Non, merci, j'ai besoin de marcher un peu après. » J'ai payé en espèces. J'aime bien laisser des traces là où elles m'arrangent et aucune là où elles ne me servent pas. J'ai poussé la porte, la lourdeur du bâton a confirmé que j'entrais dans un endroit où les décisions se prennent sur du long terme, pas à la légère. La salle d'attente sentait le bois ciré et le papier. 2 fauteuils en velours, une petite table avec des revues sur l'immobilier, quelques plantes en pot. La secrétaire m'a reconnue immédiatement. « Bonjour, madame, Maître Dupont va vous recevoir. Vous avez apporté les documents ?» Je lui ai montré la chemise cartonnée.
Elle a hoché la tête, prise d'un léger respect que j'ai noté. Toutes les vieilles dames ne viennent pas avec leurs papiers en ordre. Dans le bureau, la lumière venait d'une grande fenêtre donnant sur une cour intérieure. Des dossiers s'alignaient dans les étagères, sur le bureau, un ordinateur, mais aussi un encrier et un buvard. J'aime les gens qui virent entre 2 siècles. Ils comprennent mieux les ponts à construire. Maître Dupont s'est levé. « Madame, je suis heureux de vous revoir. Cela remonte à la succession de monsieur, n'est-ce pas ?»« Oui, maître, le temps passe, mais certains dossiers continuent de vivre. » Il m'a invité à m'asseoir. Il m'a demandé, d'une voix posée, ce qui m'amenait. Je n'ai pas brodé. J'ai toujours pensé qu'un notaire n'était pas un ami, ni un confesseur, mais un témoin efficace. « Ma situation n'est pas très compliquée, maître, » ai-je dit. « Ce qu'il est, ce sont les regards qui commencent à se poser dessus. Je voudrais mettre de l'ordre tant que c'est encore moi qui décide de la définition du mot « ordre ». Il a attendu, stylo en main, sans m'interrompre. Je lui ai parlé de l'appartement, de quelques placements, de la maison de campagne en Bourgogne, des objets d'art, de certains bijoux qui ont une histoire. Je lui ai parlé aussi de mes enfants, pas en détail, mais suffisamment pour qu'ils comprennent qu'ils avaient déjà un pied dans mon futur, sans y avoir été invités officiellement. Ils parlent de procuration, ai-je expliqué. Ils font des inventaires, ils disent que c'est pour éviter les disputes, je suppose que c'est vrai. Mais je sais aussi que la tentation de simplifier la vie des vivants au détriment de celle qui n'est pas encore morte est grande. Il a noté quelques mots, puis m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Vous voulez vérifier que vos volontés seront respectées, même si l'on conteste votre capacité de discernement plus tard, n'est-ce pas ?»« Exactement. » Il a hoché la tête. « Dans ce cas, nous allons reprendre votre testament. Nous allons le préciser, l'actualiser, prévoir des clauses de protection. Il faudra peut-être aussi un certificat médical attestant de votre lucidité pour prévenir toute contestation. Cela vous ennuie-t-il ?» J'ai souri légèrement. « Ma lucidité m'ennuie moins que leur impatience, maître. Faites ce qu'il faut. » Nous avons passé plus d'1 heure à revoir ligne par ligne l'existant. Il avait conservé les anciens actes. Je me suis surprise à me rappeler des détails que lui-même avait oubliés. La date à laquelle mon mari avait cédé une petite part d'un terrain à son frère, le nom exact du premier galeriste qui nous avait vendu un tableau, aujourd'hui estimé. Les chiffres, les lieux, les visages revenaient avec une clarté presque agressive. À un moment, il a posé son stylo. « Permettez-moi une remarque personnelle, madame. On vous reproche de perdre la mémoire, dites-vous. Pourtant, je connais des clients de 30 ans qui ne se souviennent même pas de la date de leur propre mariage. » J'ai laissé échapper un petit rire. « Je suppose que votre remarque n'apparaîtra pas sur l'acte, maître. » Non, mais elle peut apparaître sur un certificat si besoin. Il y a des médecins qui savent encore observer. Nous avons convenu qu'il écrirait à mon médecin traitant, un homme discret qui me suit depuis longtemps, pour lui demander un avis simple sur ma capacité à comprendre ce que je signe. Je ne doutais pas de sa réponse. Il sait très bien que je lis encore mes analyses mieux que certains internes. Nous avons ensuite parlé de la structure même de mon testament. Je voulais éviter le partage égal par principe. L'égalité arithmétique n'a jamais garanti la justice morale. Je souhaite tenir compte de leurs attitudes, de ce qu'ils ont été réellement, pas seulement de ce que la loi attend d'eux, ai-je expliqué. Maître Dupont a hoché la tête. Nous pouvons prévoir des legs particuliers, certifier certaines attributions, en conditionner d'autres. Vous pouvez, par exemple, prévoir qu'une œuvre ira à telle personne à condition qu'elle reste dans la famille, ou qu'un bien immobilier ne soit pas vendu durant un certain temps. Vous pouvez aussi donner de votre vivant si cela vous rassure. Ce qui me rassure, maître, ce n'est pas de donner, c'est de savoir à qui je donne, pourquoi et comment cela sera protégé. Nous avons commencé à dresser une liste. Non, pas celle que Pierre écrivait sur son carnet rouge, une liste différente. Pour chaque objet important, je précisais non seulement le nom du futur propriétaire, mais aussi la raison. Le collier de perles de ma mère, par exemple, ne devait pas être un simple trophée. Je voulais qu'il aille à quelqu'un qui comprendrait l'histoire qui l'accompagnait, même si ce n'était pas l'aîné, même si ce n'était pas une fille. Maître Dupont a tout noté, sans jugement. Il a évoqué des structures possibles, des fondations, des donations à des musées. Pour certains tableaux, l'idée qu'ils échappent aux querelles familiales pour rejoindre un lieu ouvert au public m'a plu. « Ce que vous faites, madame, a-t-il ajouté, c'est reprendre la main sur le récit que l'on pourrait faire de vous quand vous ne serez plus là.
Disons que je refuse que ce récit soit écrit uniquement en colonnes de chiffres, ai-je répondu. Il a préparé un projet d'acte. Nous avons convenu qu'il le relirait et que je reviendrai la semaine suivante pour corriger, préciser, signer éventuellement une première série de documents. Tous les mardis si vous le souhaitez, a-t-il proposé. Cela nous laissera le temps de bien faire les choses. Les mardis me vont très bien, ai-je dit. Le mardi est un jour idéal pour faire semblant de choisir des tomates au marché tout en redistribuant un patrimoine. Il a souri, cette fois franchement. Je suis sortie de l'étude avec la sensation étrange d'avoir posé les premières pierres d'un mur invisible. La rue du Cherche-Midi bruissait de passants, de tramwells, de conversations. J'ai respiré l'air froid à plein poumon. J'avais la certitude déjà que ces rendez-vous deviendraient un rituel d'autonomie. Au lieu de reprendre tout de suite un taxi, j'ai marché un peu. Mes pas m'ont mené jusqu'à une vitrine où étaient exposés des anciens stylos-plumes. J'ai regardé ces objets faits pour signer des choses importantes et des banalités avec la même encre. Tout est toujours une question de texte, pas d'instrument. Sur le chemin du retour, dans le taxi qui m'a raccompagnée, j'ai décidé de quelque chose de très simple. Je n'allais pas seulement protéger mes biens, j'allais aussi observer mes enfants différemment, non plus comme mes prolongements, mais comme des acteurs distincts, avec leurs intérêts, leurs angles morts. Je devais les évaluer calmement, comme un notaire évalue une succession, non pas pour les punir, mais pour ne pas me tromper. Ce soir-là, en rentrant, j'ai remis la chemise cartonnée dans le tiroir de mon bureau. J'ai rangé la carte de visite de Maître Dupont dans une petite pochette à part, puis je suis allée dans la cuisine préparer une soupe. Quand Hélène m'a appelée, plus tard, pour une question anodine, je lui ai répondu comme d'habitude. Je n'ai parlé ni de la rue du Cherche-Midi, ni du taxi. Les jours suivants, j'ai laissé passer quelques petites choses volontairement. Un rendez-vous médical à confirmer, dont je lui ai demandé la date pour vérifier sa réaction. Une facture que j'ai posée en évidence sur la table du salon pour voir qui la prendrait aussitôt en main. Ils étaient ravis de pouvoir m'aider. Chaque nouvelle aide était pour moi une note supplémentaire dans un carnet invisible. Et vous, à ma place, auriez-vous pris un rendez-vous en secret chez un notaire ou auriez-vous tout de suite affronté votre famille en leur disant clairement que vous voyez très bien ce qu'ils manigancent ? Les mardis se sont enchaînés. Chaque semaine, je prenais le taxi à la même heure. Chaque semaine, j'entrais dans le même bureau, je m'asseyais sur le même fauteuil et nous avancions, paragraphe après paragraphe. Nous avons ajouté des clauses, des protections, des témoins, nous avons fait certifier certaines décisions. Mon médecin a envoyé un rapport sans ambiguïté. Ses mots étaient plus secs que ceux de Maître Dupont, mais tout aussi utiles. Patiente parfaitement orientée dans le temps et l'espace, raisonnement logique, mémoire satisfaisante, jugement intact. Je me suis demandé ce que mes enfants auraient dit en lisant cela, mais bien sûr, ils ne savaient même pas que cette phrase existait. Chaque semaine, en revenant, je me sentais un peu plus légère. Je ne devenais pas plus jeune, non, mais je redevenais propriétaire de ma propre vieillesse. Et cela, aucun inventaire de salon ne pouvait me l'ôter. Ce fut seulement après plusieurs de ces mardis silencieux, plusieurs enveloppes cachetées, plusieurs signatures posées dans le calme, qu'est arrivé le jour où je suis rentrée plus tôt que prévu et où je les ai trouvées autour de mon plateau d'argent. Le jour où, debout dans l'embragure du salon, mon manteau encore sur les épaules, mon sac au bras, j'ai compris que mon rendez-vous secret avec le notaire n'était pas seulement une précaution, c'était devenu ma seule vraie conversation honnête sur mon avenir.